Bonjour et bienvenue sur le plateau de Terminal F, le magazine des voyages du Figaro, pour un nouveau rendez-vous avec l'évasion, aujourd'hui consacré à la Mauritanie. Jean-Bernard, bonjour. Bonjour Bénédicte. Alors Jean-Bernard, la Mauritanie fait son grand retour cette année sur la scène touristique après 10 années de disgrâce en raison de la situation sécuritaire dans le Sahara. Effectivement Bénédicte, la Mauritanie est à nouveau au catalogue des voyagistes pour le plus grand bonheur des passionnés de désert et de grands espaces. Alors avec nous pour en parler sur ce plateau, 4 invités qui nous livreront chacun leur expérience de la Mauritanie. Michel Pierre, historien spécialiste du désert et auteur de Sahara, le grand récit, paru aux éditions Belin. Michel, bonjour. Bonjour. Avec nous également Lionel Abasque, PDG de Terre d'Aventure, tour opérateur bien connu des amateurs de randonnée. Lionel, bonjour. Bonjour. Nous ont également rejoint sur le plateau le journaliste Stéphane Dugast et le photographe Stéphane Gladieux qui reviennent de Mauritanie où ils étaient en reportage pour le Figaro Magazine. Stéphane et Stéphane, bonjour. 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 Alors, je vous rappelle que cette émission est interactive et que vous pouvez réagir et poser vos questions sur lefigaro.fr. On vous écoute, bien entendu. Alors, une décennie de crise s'achève dans le désert mauritanien. Lionel Abasque, Terre d'Aventure, programme à nouveau la destination. Vous êtes de ceux qui ont contribué à cette relance. Pouvez-vous nous expliquer comment ça s'est passé ? Oui, tout à fait. Effectivement, comme vous l'indiquiez, Bénédicte, on a malheureusement dû fermer la Mauritanie il y a 10 ans, comme l'ensemble d'ailleurs des pays du Sahara, pour des problèmes, hélas, bien connus liés au terrorisme. Le moment clé de la fermeture de la Mauritanie était exactement au moment de la fermeture du Paris-Dakar. Donc pendant ces 10 années, l'État mauritanien a travaillé de manière très importante sur sa sécurité intérieure, et en particulier avec Maurice Freund, qui est bien connu dans le milieu de l'aventure saharienne, puisque c'est lui qui a mis en place les premiers vols au Sahara. C'était dans les années 60 ? Dans les années 60-70, on va dire, puisqu'on pouvait, à l'époque, on pouvait partir en Algérie, au Niger, en Libye, au Mali, au Tchad, sur des charters en vol direct de Paris. C'était assez incroyable. Et c'est donc Maurice Freund qui a monté l'ensemble de ces vols. Donc, en début de l'année 2017, suite à la visite du ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault à l'époque, le Quai d'Orsay a considéré que l'État mauritanien avait fortement amélioré sa sécurité intérieure et a décidé de faire évoluer sa carte, puisque vous savez que pour partir dans les pays, l'ensemble des pays du monde aujourd'hui, l'ensemble des voyagistes peuvent consulter la carte du Quai d'Orsay sur l'ensemble des pays. Et lorsque est indiquée une zone rouge, cela veut simplement dire qu'il est strictement interdit d'y aller. Et lorsque cette couleur passe en orange, les conditions d'accès à un pays sont un peu plus favorables, même s'il faut prendre beaucoup de précautions. Alors Lionel, ça n'a pas été simple quand même, ces tractations diplomatiques et avec le Quai d'Orsay. Ah non, ça n'a pas été simple. On a été aussi aidé par Marc Foucault, qui était général à l'époque, général en retraite aujourd'hui, qui a été le premier chef d'état-major français à monter la force Barkhane au Sahara. C'est dire son expertise. Et grâce à Marc Foucault, grâce à Maurice Freund, grâce à nos équipes, nous avons réussi à convaincre le Quai d'Orsay de faire évoluer cette carte. Et puis nous avons surtout été confortés par un dernier voyage qui a eu lieu au mois de juin de l'année dernière, puisque nous avons rencontré à cette occasion avec Maurice Freund l'ensemble des autorités mauritaniennes, du ministre de l'économie en passant par le ministre du tourisme, ainsi que le chef d'état-major mauritanien, qui nous ont définitivement convaincus de la possibilité désormais accessible d'ouvrir la Mauritanie. Alors justement, est-ce qu'on peut maintenant parler d'une bulle sécuritaire dans ce massif de l'Adrar, là où se font justement ces expériences en Mauritanie ? Oui, on peut parler réellement d'une bulle sécuritaire, puisque la Mauritanie, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a une garnison de militaires, notamment dans la ville de Datar, qui se trouve dans la région où nous faisons des voyages, qui coordonne l'ensemble de la sécurité. Par ailleurs, en termes de relief, dans la région de l'Atar, il n'y a que 3 passes pour accéder à cette zone-là. Donc les surveiller, entre guillemets, c'est beaucoup plus aisé. Et puis, de manière beaucoup plus générale, l'État mauritanien, dans l'ensemble du pays, a fait des efforts considérables. Donc il y a une réelle bulle sécuritaire dans ce pays. Michel Pierre, votre sentiment sur cette renaissance du tourisme saharien en Mauritanie ?
Ça me semble important parce que d'abord le Sahara est une destination extraordinaire, elle a été pendant des décennies, et de voir au moins une partie de ce désert réouvert à tous ces amoureux qui n'avaient plus d'objet d'amour, mais là qui revient par la Mauritanie, et il faut espérer que d'autres destinations pourront suivre. Mais il est vrai aussi que cette partie du Sahara mauritanien était sans problème depuis longtemps. Et oui. C'est bien que nos diplomates et puis l'expertise et puis tout le savoir aussi des autorités mauritaniennes aient permis cette rouverture qui répond à deux choses. D'abord à tous ceux qui ont aimé, qui aiment ou qui vont découvrir cette partie du monde, de pouvoir s'y rendre, et puis pour l'économie locale, qui avait depuis très longtemps déjà une habitude, une forme de développement grâce au tourisme. Donc là, il y a la vraie rencontre qui est à nouveau possible entre ceux qui attendent les visiteurs et ceux qui ont besoin, presque parfois un besoin, c'est un plaisir, c'est un besoin, c'est un enthousiasme de retourner au Sahara. Et on le sent bien par la fréquentation des visiteurs et des touristes qui y reviennent. Je compléterai peut-être ce que vient de dire Michel sur l'impact économique. Le tourisme saharien n'est certes pas un tourisme de masse, mais a un impact assez incroyable sur des régions qui sont totalement désertiques. Un seul chiffre me vient en tête. Dans la seule ville de Chinguetti, qui est une ville un peu historique de cette région-là, on en parlera, je crois, par la suite. Avant le développement du tourisme saharien, dans les années 70, il y avait 600 habitants dans cette ville de Chinguetti. Au plus fort, donc il y a 10 ans, le nombre d'habitants est monté à 5000. Et malheureusement, au plus fort de l'activité. Et malheureusement, petit à petit, depuis la fermeture de la Mauritanie, est redescendu autour de 3000. Donc on peut imaginer que dans les années à venir, si cela repart, définitivement, à nouveau, les habitants de cette région-là seront tentés de rester, alors qu'aujourd'hui, ils s'exilent vers des grandes villes comme Nouakchott. Alors Stéphane, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu viens de faire un circuit dans les sables de l'Adrar. Je crois que c'était ta première expérience du désert et que tu en reviens émerveillé. Fais-nous partager tes premières sensations. Moi, j'en reviens complètement émerveillé, complètement stupéfait. Alors, quand je suis arrivé là-bas, à Tare, dans ce massif montagneux de l'Adrar, déjà, vu de l'avion, c'était juste stupéfiant. Lionel m'a dit « Tu connais le désert ?» Je lui ai dit « Oui, je suis allé au Maroc, à Merzouga. » Il me dit « Non, mais là, c'est un bac à sable. » Donc j'ai cru qu'il blaguait, j'ai cru que Lionel me tensait, mais pas du tout. Et en fait, fort du livre aussi de Michel que j'avais dans le sac et que je lisais le soir, j'ai découvert toute cette magie du Sahara qui avait été véhiculée chez moi par des lectures, et notamment cette lecture du Petit Prince de Saint-Exupéry, et de toute cette mythique aventure de l'aéropostale, mais pas seulement. Et puis, on a eu cette chance, dès le premier jour, d'être, figurez-vous, face à Fort Sagan. Et donc là, toutes les images de ce Sahara, voilà, et on revoit Depardieu, on revoit Sophie Marceau, mais plus sérieusement au milieu de ces pierres, parce que c'est pas seulement du sable, ce désert, c'est à la fois parfois rocailleux, à la fois des canyons qui sont remplis de sable, je dis bien remplis, et par moments vous avez même des fleuves de dunes. On voit à l'écran d'ailleurs, et donc la variété des paysages. Et vous avez ces oasis, et c'est juste complètement interpellant, d'autant plus que vous vivez le désert du lever du soleil au coucher du soleil, et que ce désert, il se vit intensément. Donc là, la chaleur est supportable, parce que c'est l'hiver là-bas, donc c'est un petit 30 degrés, très supportable. Vous avez ce vent chargé de sable qui vous remplit la bouche et les sinus, mais peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est que le soir, quand la nuit tombe, vous avez une voûte céleste, et là, vous avez le nez plongé dans le cosmos, et comme disait le Petit Prince, ou en tout cas comme disait Saint Antoine de Saint-Exupéry, c'est que en haut de votre dune, face à tout ça, face à cette immensité, vous réfléchissez sur votre existence. Alors tout ça peut paraître très philosophique, mais en tout cas, j'ai vécu par tous les sens ce voyage au cœur du désert. Donc oui, c'était une première dans le désert, et oui, peut-être je suis devenu un Saharien. Et ce qui est, si je peux me permettre, exceptionnel dans cette partie du Sahara, c'est que se trouvent rassemblés dans une petite région finalement
tous les reliefs, tous les paysages possibles qu'on peut croiser dans l'ensemble du désert. C'est-à-dire vous avez la partie dune, vous avez la partie plateau, rocher, canyon, oasis, présence humaine, présence essentiellement physique. Et ça, c'est assez exceptionnel parce que vous avez des grandes étendues dans d'autres endroits du Sahara où vous aurez essentiellement de la pierre, de la falaise ou du sable, tandis que dans cette région, et ça, vraiment, c'est extraordinaire, de la Mauritanie, en quelques jours, vous êtes confronté à tous les paysages possibles du grand désert. Donc en fait, pas de monotonie, justement, à travers cette randonnée. Alors la monotonie de traverser des grands déserts de sable peut apporter autre chose aussi, je sais pas si. Mais oui, ça permet une connaissance résumée en quelque sorte d'univers extrêmement différents. Et en cela, c'est une destination exceptionnelle. Moi, ce qui me surprend dans vos propos et ce qui m'impressionne, c'est qu'effectivement, on a la sensation d'un voyage, d'un vrai voyage de découverte, mais également un voyage intérieur, Stéphane. Totalement. Vous avez ce chant des dunes. En tout cas, oui, le sable chante. Oui, les dunes chantent. Et j'entends par là que vous avez ce vent qui balaye la surface de ces petits grains de sable. Vous y voyez ce petit scarabée qui grimpote. Mais surtout, vous levez le nez. Vous avez aussi quelques oiseaux. Vous levez le nez, vous voyez un convoi de dromadaires, et non pas chameaux, passer au loin nonchalamment. Et vous vivez, depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, quelque chose d'intense. Et ça l'est d'autant plus que les Mauritaniens, donc on est au pays des morts, sont des gens d'une hospitalité incroyable. J'ai eu la chance de beaucoup voyager, de voir beaucoup de choses, beaucoup de milieux, avec une prédilection pour les milieux polaires, les glaces, les icebergs. Mais là, j'y ai découvert autre chose. J'y ai découvert une analogie évidente avec l'océan, puisque vous naviguez, pour naviguer au milieu de ces dunes, c'est un petit peu comme sur un grand océan. Mais j'ai découvert franchement une magie. Et pour moi, c'est la magie du chant des dunes. D'accord. Alors Stéphane Gladieux, justement, en parlant de magie, vous étiez le photographe de ce reportage en Mauritanie. Avec votre œil d'expert, votre regard aiguisé, pouvez-vous nous dire un petit peu ce qui vous a marqué sur le plan visuel et évoquer la photogénie, justement, de ces paysages ? Ça reprend un petit peu ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de quand même beaucoup voyager, de voir des paysages assez différents. Mais je n'avais pas d'expérience dans le Sahara. J'ai eu la chance de partir et de traverser le Dalol, l'Anakil en Éthiopie, ce qui est très différent. Et c'est vrai que, un peu comme Stéphane, en fait, j'avais abordé le désert à travers les lectures et les récits de Saint-Exupéry et de l'Aéropostale. Et c'est vrai que j'ai été marqué par le voyage intérieur qui, pour moi, a été quasiment instantané. D'ailleurs, les photos qu'on voit... Oui, on voit vos photos à l'écran en train de diffuser. C'est vrai que le contact avec le sable, le vent, était assez impressionnant parce qu'il y a une sensation permanente d'être le premier à fouler un paysage vierge. Et tous les jours, finalement, ça se répète constamment, tout le temps. Et tout est nouveau constamment. Mais même quand vous restez assis sur une dune, si ce n'est pas la lumière qui vient faire changer la couleur du sable, le vent va en faire changer la physionomie. Et ça, c'est vrai que c'est impressionnant. D'une part, parce qu'on est englobé dans un silence et une certaine virginité. Donc ça m'a mis, moi, en fait, dans un état d'esprit assez particulier pour aborder ce désert, parce que je suis plutôt quelqu'un qui photographie l'humain et je ne suis pas considéré comme étant vraiment un photographe de paysage. Et c'est vrai que j'ai pris un plaisir intense de par la diversité des paysages, parce qu'effectivement, comme le disait Michel, je pense que sur un endroit assez ramassé, on a effectivement les grandes dunes comme du Sahara, des plateaux, une oasis absolument extraordinaire. Je pense rarement vu quelque chose d'aussi beau, des paysages rocailleux, avec une diversité aussi étonnante de la végétation. Vous avez l'impression de ne pas avoir de végétation, et en fait, en même temps, elle est là, elle est présente, elle est très variée. Les traces dans le désert qui m'ont beaucoup inspiré. C'est vrai qu'on parlait du scarabée. Le scarabée qu'on voit à l'écran, là, d'ailleurs. Non, mais le matin, de se lever et de partir, de marcher, de se retrouver justement face à la virginité du désert, du sable qui a été lavé la nuit par le vent, et de voir les traces de quelques animaux qui sont passés par là, des plantes qui ont laissé des dessins poussés par le vent, des scarabées. C'est vrai qu'il y a un mélange à la fois, si vous voulez, de paysages, mêlé à l'atmosphère qui vraiment
vous met dans un état d'esprit très particulier pour l'aborder photographiquement. Mais justement, il y a un côté très graphique aussi que vous avez pu ressentir à travers ces courbes de dunes, ces formes, ces reliefs, etc. Parce que C'est au-delà du graphisme parce qu'il y a un côté hyper sensuel en fait. C'est vrai que c'est être seul face à ces grandes dunes blanches qui peuvent être d'ailleurs très blanches ou jaunes, mais ce sont des courbes de corps de femmes et on peut très vite effectivement fantasmer sur les courbes des dunes. Je pense que je ne suis pas le premier à le dire. Mais ouais, c'est étonnant. Hein. Ce que j'ai oublié de dire aussi tout à l'heure, c'est qu'on est dans une région très chère à un grand explorateur français, qui était, figurez-vous, naturaliste, géologue, c'est Théodore Monod. Et Théodore Monod, pour relier à ce que vient de dire Stéphane, sur cette nature dont on ne soupçonne pas l'existence, lui, il a recensé 300 espèces de plantes. Et on l'a vu tout à l'heure aussi sur une des images, il y a aussi de l'eau. Dans ce désert, et il y a de l'eau et on peut prendre un bain, alors un bain qui était assez glacé dans une guelta. On te voit sur la voilà, photo, et c'est absolument génial. nous, mais... C'est absolument génial de prendre un bain glacé en plein milieu du désert, c'est la classe totale. Donc en fait, c'est une terre de mille et un contrastes. D'accord. Et peut-être en termes de sensation, je rajouterai un autre élément complémentaire à tout ce qui vient d'être dit. Quand on fait des voyages de cette nature dans le désert, alors en Mauritanie en particulier, on part sur un voyage lent. Parce que ce sont des voyages à pied où on prend absolument son temps. C'est-à-dire qu'on se met au niveau des Mauritaniens, déjà, de ce point de vue-là. Et puis, on peut prendre son temps. Le deuxième élément, c'est qu'on est dans des zones très, très isolées. Et on peut aussi, même si on est en petit groupe, s'isoler personnellement. Si on a besoin de s'isoler, on ne se perd jamais, hein, parce qu'on voit tout. Et ça aussi, c'est un élément qui me semble important. Et puis, le dernier point, par les temps qui courent, quand vous allez dans ces régions-là, vous êtes juste totalement déconnecté, notamment au niveau de l'électronique. Impossible de poster un selfie, impossible d'appeler, impossible d'utiliser Internet. Ça ne marche tout simplement pas. Mais donc là, c'est un voyage de déconnexion et absolument total. Ouais, donc on n'en a pas besoin du reste. Ouais. Donc l'Instagram, c'est au retour, en fait, c'est ça. Hein. Oui. C'est dans l'avion. Non, mais ça manque pas. Ça manque pas, c'est ça. Ça manque pas du tout. Et c'est vrai que pour le coup, et ça, je pense que la logistique aussi, qui était très discrète derrière, mais extrêmement bien organisée, nous a mis aussi dans une situation de luxe absolu, effectivement, de poser les portables le premier jour en arrivant. Moi, j'avais pas de montre. J'ai même pas pris de carte, alors qu'en règle générale, j'aime savoir où je vais, essayer d'avoir une maîtrise. Et là, en fait, vous partez, vous marchez, et vous savez que c'est devant. C'est pas compliqué, c'était devant, direction nord-nord-ouest. Donc, marcher, sans vous poser de questions sur l'heure, le jour. Je ne savais plus, à un moment donné, quel jour on était. Je ne savais plus où j'étais. Mais c'est ce luxe-là, effectivement. C'est le vrai luxe. Alors, il faut quand même préciser, bien entendu, que ce circuit est évidemment accompagné et guidé par des guides locaux qui jouent un grand rôle, qui peuvent aussi transmettre un certain nombre, une lecture de paysage éventuellement. Complètement une lecture de paysage. On peut effectivement, ils ont une vraie connaissance de la faune, de la flore, de la manière dont ils vivent. Ils vous accompagnent en permanence, il n'y a aucun souci de ce point de vue-là. Il y a aussi des choses très intéressantes au niveau de la géologie, non, Michel, dans cette région du monde? Ah oui, il y a toute la profondeur de l'histoire du Sahara, depuis des traces sous-marines, du temps où cette partie du monde était sous les eaux, puis il y a eu la surrection, et puis vous avez les traces des grands fleuves, de ces grands oueds. Il y a l'arrivée, par exemple, en Mauritanie. La Mauritanie a cette particularité d'être aussi le Sahara de l'Atlantique. C'est-à-dire c'est un désert qui a une côte extrêmement longue et fascinante, également aussi avec la mer. Et vous avez, pas très loin de là où nous étions, un ancien fleuve gigantesque qui prenait sa source du côté de Tamanrasset, c'est-à-dire dans le Hogar, et qui finissait dans l'Atlantique par la Mauritanie. Donc vous avez cette profondeur du temps et des temps géologiques que vous voyez à nu. Théodore Monod parlait du reste d'un pays, d'un continent dont vous voyez les os, dont vous voyez le squelette, dont vous voyez tout. Et ça, la profondeur du temps est extraordinaire par la roche.
On peut peut-être resituer pour nos internautes la Mauritanie dans cette Afrique de l'Ouest. On est sous le Sahara occidental, donc sous le On est Maroc. au sud, oui, au sud du Maroc. C'est toute la bordure occidentale du grand désert saharien. Et quand on part vers l'est, on trouve l'Algérie et le Mali. Et au sud, c'est le Sénégal. Donc c'est un endroit... Alors, on parle de la profondeur géologique, mais la profondeur humaine, elle est là aussi, puisque nous sommes dans une zone de contact entre l'Afrique du Nord et l'Afrique noire. On en parlera tout à l'heure, justement, à propos des Donc mots. là, c'est important. D'accord. Stéphane, moi, ce qui m'intéresse, c'est que, justement, sur ces premières étapes, parce qu'il y a des bivouacs chaque soir, quels sont un petit peu vos souvenirs les plus marquants en termes de paysage, parce que là, on évoque les paysages. Est-ce qu'il y a justement une oasis en particulier, un col en particulier, une vue particulière qui vous aurait marqué et inspiré encore plus que les autres, justement? Coup de cœur, quelque part. Ouais, Jean-Bernard, chaque matin et chaque jour est un émerveillement depuis le lever du bivouac. Donc il faut savoir que les conditions au bivouac sont, si je le dis comme ça, assez rustiques. Vous dormez sous tente. Vous mangez dans une tente le soir et sur une natte en tailleur, mais c'est très bien, c'est très bon. Lionel nous l'a dit tout à l'heure, on est complètement déconnecté, donc on n'a plus les yeux rivés sur tous nos appareils. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque matin, en tout cas, moi, je pense que Stéphane aussi avait fait le choix, j'avais pas trop regardé ce qu'on allait faire, parce que je voulais être surpris, être émerveillé. Et je dois avouer que j'ai été émerveillé chaque matin, mais si Jean-Bernard et si Bénédicte, il y avait un souvenir à garder, c'est, je pense, cette apothéose d'arriver dans cette oasis, Stéphane l'a dit tout à l'heure, qui est une vraie oasis. Vous avez l'impression d'être dans un film de Tintin ou d'être l'acteur de votre propre film. Et cette oasis, c'est juste un enchantement, c'est du vert, c'est encore un endroit... Quel est le nom d'ailleurs cette oasis? Tergite, non, c'est pas ça? Tergite. C'est Tergite, d'accord. Mais au-delà de l'oasis, ce qui est intéressant, moi, ce que je retiens, c'est aussi ces grands canyons et ces océans et fleuves de dunes. Oui, Guelta, où la baignade est autorisée et l'eau très fraîche. Et vous avez ces sources de vie au milieu de ce désert et vous avez surtout un cheminement dans votre tête, dans votre cœur et dans vos sens. Et c'est ça, je pense, qui est important dans ce voyage, c'est qu'on voyage avec les 5 sens. Et aussi un petit grain de folie, on l'a vu, vous courez dans les dunes en fait. On devient presque un grand enfant, non, dans cet immense bac à sable. On l'est et je pense qu'on a aussi en tête ce petit prince de Saint-Ex, on a en tête plein de choses. Et franchement, moi j'ai eu un moment aussi très sympathique, oula, ça glisse, et un moment fort sympathique. Et c'est ça, ouais, ça c'est ces sensations garanties. Alors il y en a plein les chaussures après, enfin, ça dépend des chaussures qu'on a, mais en tout cas moi j'avais les chaussures perforées, c'était une horreur. Donc attention aux chaussures, mettez des bonnes chaussures, parce que quand vous n'avez pas les bonnes chaussures, c'est une horreur absolue. J'ai eu 8 jours d'horreur avec du sable, des kilos de sable dans mes chaussures. Donc attention aux chaussures. Alors un petit mot justement, moi ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est que pour les internautes qui nous regardent, le sentier, il n'y a pas de sentier finalement, on marche dans ce qu'on trouve. Non, complètement. Vous marchez, effectivement, comme l'indiquait Stéphane, dans des zones désertiques. Jamais foulées avant, presque. Jamais foulées, enfin jamais vous foulez dans la journée, ça c'est certain. Donc c'est des zones dunaires à base de sable, des zones très caillouteuses. Et puis parfois c'est un mélange des deux. Mais comme le dit Stéphane, effectivement, mieux vaut éviter les tennis avec des petits trous où le sable rentre. Vous avez des chaussures à mi-hauteur, c'est parfait. Mais c'est pas très grave non plus. Hein. Non, ce type de voyage est accessible à tout le monde. Il ne faut pas de conditions physiques alors ça, particulières. c'est un point important. Absolument aucune. C'est-à-dire que ce genre de voyage s'adresse à des citadins globalement qui ne font pas de sport de l'année. Globalement, le matin, vous vous levez vers 7 heures. Voilà, vous prenez le temps de vous laver un petit peu. Je précise simplement qu'il n'y a pas de douche, c'est-à-dire on vous donne un seau d'eau et vous vous lavez. Et on s'aperçoit d'ailleurs, ça aussi c'est un élément qui fait partie de la déconnexion, que se laver dans un demi-seau d'eau, c'est tout à fait suffisant. On vous prépare le déjeuner, et puis vers 8h30, tout le monde part. On marche le matin environ 3 heures, avec des pauses, autant que nécessaire, dans un environnement où il y a très peu de relief, donc c'est très facile. Le midi, c'est aussi un moment hyper agréable dans le Sahara. Vous vous mettez à l'abri d'un acacia et puis vous faites une pause de 2 heures, 2h30. Petite sieste. Avec une bonne sieste après le repas. Et puis vous repartez marcher 2 heures, 2h30 dans l'après-midi. Vous arrivez à un bivouac où déjà tout est préparé, puisque les équipes sont arrivées avant vous. On vous fait le thé, vous pouvez vous manger quelques cacahuètes. Et puis, tranquillement, vous pouvez à nouveau
Vous lavez, vous reposez, sachant qu'on dîne vers 20h. La nuit tombant très tôt, vers 18h30. Et puis après, voilà, vous pouvez rester autour du feu. Il y a des compteurs et puis vous pouvez aller vous coucher. On voit les dromadaires à l'écran. À quoi ils servent justement dans cette randonnée? Donc les dromadaires, c'est aussi un élément qui fait partie du luxe de ce genre de voyage. Quand vous marchez dans la journée, vous avez un tout petit sac à dos où vous mettez simplement, éventuellement, un peu d'eau, 2 ou 3 mandarines pour la matinée, et puis pour l'après-midi. Et puis, comme sont indiqués sur la vidéo, les dromadaires portent votre sac de voyage. Donc vous n'avez quasiment rien à porter, c'est un luxe total. D'accord. On a une question d'un internaute justement à propos de la température. On a l'impression qu'il fait une chaleur excessive, pas tant que ça finalement. Non, c'est très agréable. C'est quoi votre expérience à vous, messieurs? Non, c'est très Stéphane, agréable. tu avais un sac, je crois, de 15 kilos sur le dos, donc s'il fait très chaud... J'étais plus chargé enfin avec le matériel photo, mais non, très honnêtement, le matin, une petite polaire, Ouais. qu'on gardait parfois jusqu'à 10h, ça dépendait. Mais après, on avait des températures de 25, 27, c'est monté D'accord. un petit peu certains jours. Mais non, Très c'est- sec, donc facile à sec. supporter. Très Oui, sec. c'est pour ça qu'on n'a pas que le Sahara est un désert et en général le désert un environnement propre. Le besoin de douche ne se fait pas ressentir de manière impérative. Donc on a ce sentiment. Et pour ce qui est de la température, c'est vrai. Alors, février est une bonne date pour D'accord. le Sahara. Dans certaines zones, en décembre, il fait plus froid la nuit, par exemple. Et puis, ce sont des régions à éviter, par contre, en mai, juin ou juillet, où là, effectivement, dans la journée, on peut Ah, ça atteindre grimpe des à 50. températures. Oui, pas loin. Mais on n'y va pas à ce moment-là. Non. Et Voilà. une petite précision pour le soir. Effectivement, il y a une amplitude où dans la journée, il fait de l'ordre de 25 degrés. Le soir, ça peut tomber à 0. Donc là, pour le soir, la seule chose qui est recommandée, c'est un sac qui puisse supporter les 0 degrés. Donc un sac un peu... suffisamment... Sac à dos, on parle bien. Un sac de sac de couchage. couchage, pardon, excusez-moi. Et puis, sachant que pour ceux qui ont vraiment froid, Ouais. une tente leur est mise à disposition. Mais évidemment, l'idéal, quand vous allez dans le désert, et je le recommande à tous, c'est La de belle dormir étoile. dehors. D'accord, la belle étoile. Et d'ailleurs, dans le cadre de notre voyage, finalement, tout le monde a fini les 2 derniers jours par dormir dehors, parce que c'est quand même... vous dormez sous votre couverture, c'est une couverture céleste, quoi. C'est extraordinaire. Mais Spectacle jamais à cette époque de l'année, en l'occurrence en Mauritanie, la température nocturne n'atteint 0 degré. On est à 5-8 degrés en ce moment. D'accord, très bien. Alors, il y a aussi dans cette randonnée une étape culturelle particulièrement marquante, c'est Chinguetti, qu'on surnomme la Sorbonne du désert. Alors, Michel, qu'est-ce qui a valu ce surnom à cette cité perdue fondée au XIIIe siècle, je crois, au milieu des dunes? Oui, je ne sais pas trop qui a donné ce nom de C'est un grand débat qu'on a eu tout à l'heure, oui. Non, je pense que c'est parce que se trouve à Chinguetti, un peu comme à Tombouctou et dans d'autres pôles caravaniers du Sahara, un certain nombre de bibliothèques privées, c'est-à-dire des manuscrits, certains remontant à On les plusieurs voit à l'image, siècles, oui. qui étaient en général ramenés par les pèlerins qui se rendaient à la Mecque. Et Chinguetti, parce que le Sahara est toujours envisagé comme une zone géographique. On en oublie que ce sont des zones d'histoire humaine et d'histoire humaine importante. Et Chinguetti a longtemps été un point de départ pour tout l'ouest saharien, pour le pèlerinage vers la Mecque. Alors c'est un pèlerinage qui prenait de 8 mois à 1 an pour y aller et tout autant pour en revenir. Et une grande partie de ces pèlerins ramenaient des manuscrits de leurs différents lieux de passage. Ça pouvait être ceux qui passaient par le Caire en ramenaient d'Égypte et ceux qui se retrouvaient jusqu'à la Mecque ramenaient même des manuscrits venant d'Iran. Donc il y avait tout un trafic par les voies caravanières. Chinguetti étant sur une ligne... Il faut s'imaginer que Chinguetti, pour être simple, c'est une voie caravanière allant de Marrakech à Tombouctou, pour donner une idée. Donc c'est pendant là aussi les mois où les caravanes s'installaient et se mettaient en place, c'est un pôle commercial essentiel et un point de départ et de retour de la Mecque. Donc, entre les échanges commerciaux et les échanges culturels, on comprend que s'y trouvent des manuscrits. Et ces manuscrits on a des textes anciens de chroniqueurs arabes qui le montrent,
ces manuscrits étaient la denrée finalement la plus chère et la plus recherchée au-delà des trafics d'or, d'esclaves ou de tout autre produit. Donc ça avait une grande valeur. C'est ce qui explique que cela reste aujourd'hui. Les 4 ou 5 bibliothèques privées qui demeurent à Chinguetti et dans d'autres points de ces zones de caravane sont dans des familles et on y tient depuis l'origine. Ça peut être à des moments différents de l'histoire. Alors c'est quand même assez fou, on le voit les images à l'écran, de voir ces grimoires en quelque sorte. Mais ils sont protégés, ils sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a quand même un classement, ils sont un petit peu presque à la poussière, on a l'impression. C'est un petit peu impressionnant de voir ça. Enfin, là, ce sera pour la valeur historique. Non, la valeur, les manuscrits sont préservés quand même et les familles tiennent. Alors l'UNESCO est présent plus ou moins. Il y a eu une inscription de Chinguetti, de Wadan, qui est l'autre ville historique un peu au nord de Chinguetti. Mais c'est vrai qu'un début de classement a été opéré, mais c'est assez compliqué entre les familles qui tiennent vraiment à la possession de ces manuscrits, l'UNESCO qui n'a pas toujours les moyens. Du reste, l'UNESCO n'a strictement aucun moyen. L'UNESCO intervient pour inscrire tel ou tel, mais n'a pas les moyens. Ce sont les gouvernements, ce sont les ONG qui peuvent intervenir. Mais disons que ces manuscrits sont quand même préservés aujourd'hui. Pas la première fois que je vais dans cette zone, je n'y vois pas de catastrophe d'année en année sur la préservation d'un patrimoine qui est quand même exceptionnel. Mais c'est vrai qu'il faudrait un jour qu'on s'y attelle vraiment pour le classer, pour déterminer, parce que ce sont des livres qui ont un lien avec l'islam, mais ce sont aussi des livres en lien avec la justice, ça peut être des traités de botanique, ça peut être des éléments qui touchent à la géographie, etc. Donc on a une grande variété de manuscrits. Stéphane, justement, cette rencontre avec j'imagine que c'est le gardien de ce temple où se trouvent ces fameux grimoires. Parlez-nous un petit peu de cette rencontre un petit peu particulière, ça a l'air vraiment fascinant. Là, c'est une rencontre qui est fascinante. Alors, c'est un très bon client, parce que c'est lui qui incarne, pas lui tout seul, mais presque les bibliothèques, en tout cas une bibliothèque privée de Chinguetti. Et s'il y avait à se souvenir de quelque chose, moi j'ai été très touché, c'est cette façon dont il avait ses gants blancs, il sortait ses manuscrits, effectivement, pas de boîte à chaussures, mais presque. Et en sortant ses manuscrits avec précaution, il nous a montré, évidemment, on a vu des écrits qui étaient en lien avec l'islam, beaucoup, mais il nous a montré de la poésie, avec une calligraphie rouge, verte et noire, en nous disant que c'était un chat avant l'heure. Et parce qu'il avait le sens de l'humour, cet ami CF, il nous a dit, il y a aussi des tablettes, donc il nous a montré les tables coraniques, et parce qu'il avait encore plus d'humour, il nous a montré aussi un manuscrit d'astronomie, en nous disant que chez lui, en tout cas ses ancêtres, savaient que la Terre était ronde, et ce, bien avant Copernic. Donc il nous a balancé ces petits pics, ce qui était follement intéressant. Et ce qui est intéressant, pour compléter, peut-être que je nuancerai un petit peu le propos de Michel, c'est que pour avoir enquêté en France sur les manuscrits, les conditions de conservation, c'était au fort de Vincennes, les manuscrits là, qui concernent des vieux portulans, on m'avait dit qu'il y avait 3 ennemis, c'était la température et les écarts de température. Le sable et la poussière. Alors là, Chinguetti, tout est réuni, mais néanmoins, et là je rejoins complètement Michel, néanmoins ils savent que ce sont des trésors, ils les préservent, et je pense que le chiffre de Lionel tout à l'heure l'atteste, Chinguetti a des trésors patrimoniaux, et grâce à cela, cette ville où toutes les rues sont ensablées et envahies par le sable, avec une architecture complètement incroyable, bah vous êtes vraiment dans la Sorbonne du désert. Donc là, c'est vraiment, si j'ai bien compris, messieurs, c'est le temps fort de ce parcours. Au niveau culturel, voilà, bien sûr. Mais je pense que... Au niveau culturel, bien entendu. oui. Non, pour ce qui est historique, on comprend bien comment l'histoire s'est jouée pendant un temps, pendant des siècles, interrompue évidemment après avec les conquêtes occidentales, la fin des voies caravanières. Ce sont des vestiges d'une civilisation et d'une culture qui est arrêtée aujourd'hui. C'est pour ça que je n'utiliserai pas le mot Sorbonne, parce que le mot Sorbonne, ce sont des étudiants. On vient et on apprend. Plus personne ne vient étudier, parce qu'il serait unique ou important, ces manuscrits de Chinguetti. On les préserve comme un élément d'un passé qui a malgré tout entièrement disparu aujourd'hui. Donc nous sommes dans un témoignage culturel, mais une histoire en quelque sorte finie, et nous sommes sur d'autres histoires aujourd'hui. Et c'est assez facile d'aller... comment ça se passe? On va dans les maisons, on tape, bonjour, je voudrais voir vos manuscrits. Finalement, comment il accueille C'est aussi... On s'imagine comme ça que c'est pas tellement simple.
rentrer chez les gens, de demander à voir ces grimoires? Il suffit de nom dans la Ah rue, oui. tout le monde sait les 4 familles, D'accord. et puis ils reprennent avec bonheur des exercices, y compris un petit peu joués, hein, c'est du théâtre quand même, qu'ils avaient il y a déjà une dizaine d'années, et qu'ils reprennent avec bonheur avec les touristes qui reviennent. Le monsieur que nous voyons là récite, chante des poèmes. Il parle très bien français d'ailleurs. Il parle admirablement français. Alors c'est vrai qu'aussi c'est un élément également du voyage. Nous sommes dans une zone qui a été marquée par la présence française, donc il n'y a pas de barrière linguistique. Et c'est vrai que nous sommes avec des personnes qui ont une facilité, une aisance dans la langue qui nous permet en tant que visiteurs d'apprendre vraiment beaucoup sur leur culture sur place. Et Chinguetti, c'est donc une étape aussi où on bivouaque, où il y a une Oui, on espèce... bivouaque, ouais, c'est ça. on bivouaque à côté. Et puis pour compléter sur la conservation, Chinguetti, telle qu'elle existe aujourd'hui, est la numéro 3, au sens où 2 villes précédentes qui étaient juste à côté de Chinguetti ont tout simplement disparu sous l'ensablement. Donc la ville où on est là, où se trouvent les bibliothèques, c'est une ville qui a été entièrement reconstruite. C'est assez incroyable. Juste pour l'anecdote, dans les années 95, il y a eu des inondations monstrueuses en Mauritanie, notamment dans cette région, ce qui est très rare. Et la première ville qui a été construite, le sable est complètement parti, le sable a été entièrement raviné, et donc l'ancienne ville est ressortie du sable. Incroyable. C'est incroyable, incroyable. C'est quoi les 2 autres villes que vous avez juste C'est Chinguetti 1 et Chinguetti 2. Là, c'est D'accord. Chinguetti 3, mais c'est elles ont été construites à quelques kilomètres de différence. Hein. Très bien. Mais Alors vous ça, êtes obligé de désensabler En régulièrement, permanence. sinon la ville serait engloutie en quelques années. ouais, c'est fascinant. Ça, Alors, ça y est, j'ai trouvé en fait. C'est pas la Sorbonne du désert, c'est la bibliothèque des sables, Michel. Bibliothèque des Sables. Pas mal, Ça, hein, voilà. La Cette, bibliothèque des Sables. la nouvelle formule fera école, je Voilà, pense. c'est la formule de Michel Pierre. Non, mais ou bien on disait aussi que Chinguetti était la 7e ville sainte de l'islam. Ah, d'accord. Il n'y a pas de classement, simplement c'est de là que partaient les grands pèlerinages de l'Ouest africain vers la Mecque. Alors ça, justement, Chinguetti, c'était la grande étape culturelle de ce voyage en Mauritanie. Mais l'autre grand attrait, justement, de ce pays, c'est aussi la rencontre avec ce fabuleux peuple du désert, les Maures, qui ne sont d'ailleurs pas des Touaregs, on va en parler. Michel Pierre, les Maures, vous les connaissez bien. Donnez-nous quelques informations sur leur mode de vie, justement. Bon, là, il y a une partie de mode de vie, On les voit à l'écran, hein, les Maures. de mode de vie traditionnel, c'est-à-dire nous sommes dans des économies rurales, à la fois de pâturage et d'élevage caprin ou de chameaux, parce qu'on peut dire chameaux malgré tout, hein, même si ce sont des dromadaires, donc région d'économie pastorale, d'économie d'oasis, de commerce, de trafic divers, même si les voies caravanières ont changé. Donc vous avez les activités traditionnelles qui existent depuis des siècles, la maîtrise, ne serait-ce que la maîtrise du palmier dattier. C'est dans tous les sens du terme, c'est une culture avec la cueillette bien sûr, mais avant la cueillette, il faut que le palmier il donne des dates. Et tout ça, c'est un certain nombre de pratiques qui existent. Et puis vous avez aujourd'hui le 4x4 qui est en proximité avec le dromadaire. Donc vous avez une économie traditionnelle, mais une économie aussi qui est devenue très, très contemporaine. Nous ne sommes pas dans des peuples figés, dans un nomadisme que nous aimons voir et que nous avons plaisir à voir. C'est sûr que Le nomadisme, ça représente même plus de 10% de la population maintenant. Alors, si on prend la population totale de la Mauritanie, oui, c'est très. En plus, là, nous sommes dans une région à, je dirais, population dispersée, moléculaire, hein, par nombre d'habitants par kilomètre carré, mais quand même, on le sent bien qu'on croise toujours un petit groupe ou quelqu'un. Hein. Ça, c'est une partie du Sahara qui est relativement peuplée. La Mauritanie en elle-même, Nouakchott aujourd'hui, c'est une ville d'1 million d'habitants. Donc le reste du territoire est évidemment beaucoup moins densément On n'y passe pas peuplé. du tout d'ailleurs durant ce voyage à Nouakchott, la capitale. Non. Il n'y a pas On grand atterrit intérêt. directement, On atterrit directement à à Attar. Et Il y a Stéphane, justement, Ouais, qui voudrait on intervenir peut-être sur le côté ethnographique, si je puis dire, de ce voyage. Vous le découvrirez peut-être dans le papier du Figaro Magazine, mais il y a quelque chose qui est toujours stupéfiant dans ce désert, c'est que
Vous voyez personne, vous voyez des chameaux, vous voyez des chèvres, parce qu'il y a plus de chameaux et de chèvres que d'habitants d'ailleurs, et tout d'un coup vous voyez surgir des gens, souvent des femmes, et je dois dire que c'est un islam, parce qu'on vilipende beaucoup l'islam, les voiles, les choses comme ça, qui nous occidentaux peuvent, avec les attentats, il y a des amalgames qui sont faits, et là-bas, ce qui est intéressant en Mauritanie, c'est que j'ai trouvé un islam en tout cas de la tolérance, j'ai beaucoup discuté avec nos guides, les chameliers, etc. Bref, pour revenir à la rencontre, vous êtes au milieu de nulle part, selon vous, l'occidental, homme pressé, avec sa montre, son portable connecté, qui là est un peu perdu. Et tout d'un coup, vous voyez, c'est un groupe de femmes arrivées, étendre leurs souvenirs, vous parler, parce que les gens se parlent. Et on a fait une rencontre complètement incongrue, un moment, dans un lieu qui était avec quelqu'un qui nous a demandé, figurez-vous, Bénédicte et Jean-Bernard, connaissez-vous le télomère? Parce que si vous avez la réponse à cette question, je vous laisse continuer votre chemin et je vous indique par où aller. Donc le télomère, c'est quoi? Réponse bientôt. Eh ben, Très bien. ça fait une belle Moi, expérience je sais, de rencontre. mais j'ai vu le papier. Stéphane, justement, il y a peut-être aussi des rencontres. En tant que photographe et portraitiste, Oui. tu nous as livré une galerie de portraits assez fabuleuse. Qu'est-ce qui t'a marqué en fait dans tes rencontres lors de tes prises de vue avec ce peuple de Mauritanie? Ce qui m'a marqué, c'est d'arriver dans un pays effectivement musulman, où on m'avait expliqué quand même avant de partir que faire des photos de femmes n'allait pas être évident, ça serait même très compliqué. Bon, j'ai heureusement pas mal d'expérience quand même là-dedans, mais je dois dire que j'ai été sidéré par l'accueil des gens, qui a commencé d'ailleurs à Chinguetti, avec notre ami bibliothécaire, où effectivement ils sont ravis de voir les gens revenir. Donc il y a vraiment un accueil qui est incroyable. Ils ont conscience en fait vraiment du lien qu'il y a entre eux et nous à travers ce voyage-là, à travers ces voyages, de ce qu'ils sont capables de nous apporter, de ce qu'on peut leur apporter. Donc c'est vrai que ça c'est assez fabuleux déjà dans la rencontre, parce que c'est pas une rencontre d'attente pécuniaire ou d'attente il n'y a pas de demande, hein, on ne vient jamais vous demander, vous solliciter, c'est vraiment toujours, effectivement, comme disait Stéphane, dans un échange, l'espièglerie, l'humour, de la douceur, déjà d'une part, et après, là où j'ai été vraiment étonné, notamment, c'était à Madone, avec les femmes, où j'ai mis du temps à établir le contact avec elles, en jouant au départ, avec cette espièglerie. Les autres sont partis devant pour aller visiter les palmeraies. Et donc j'ai mis une heure et demie avant de commencer vraiment à pouvoir sortir les flashs et à travailler, à faire des séries de portraits, mais un enthousiasme et une très grande fierté. Et ça, c'était vraiment génial, partout en fait, hein, même en marchant, quand on croisait effectivement des femmes qui surgissaient de nulle part avec un ballot sur la tête devant nous, que je pouvais rejoindre, avec lesquelles je pouvais échanger et qui acceptaient vraiment assez facilement et avec fierté d'être photographié. Donc ça, c'était fabuleux. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus avec le numérique, le fait de pouvoir montrer aux gens le résultat, en apportant un flash, en plus de ça, il y a quelque chose d'assez cérémonial. Voilà, de leur expliquer que vous voulez faire un portrait d'eux, vous allez positionner des flashs, leur prendre un peu de temps, leur demander de se positionner, de se décaler, d'essayer de travailler l'image pour qu'elle soit belle. Donc vous les mettez en valeur. Vous les mettez en valeur aussi au regard de la communauté, des gens qui sont autour, qui viennent s'attrouper, s'asseoir, discuter, rigoler, moquer un peu. Et donc c'est vrai que c'était vraiment très bon. Stéphane, justement, toi tu étais au making-of, puisque tu voyais Stéphane en train de planter le décor et d'organiser ses prises de vue. Justement, qu'est-ce que tu en as pensé, toi qui étais dans les coulisses de ces prises de vue? Dans les coulisses, il faut imaginer qu'on avait en plus un problème de rallonge avec une batterie et il y avait 2 pieds. Bon, bref, c'était des fois très sport pour tenir les pieds avec les pieds des flashs. D'ailleurs, mon crâne s'en est souvenu 2 fois. Mais ce qui était vachement plus intéressant que tout ça, tout ce making-of, c'était la façon dont Stéphane faisait ses rencontres, les initiait,
les favorisait. Et ce qui était follement intéressant, c'est que Stéphane est dans son image, mais aussi dans la rencontre, dans le dialogue. Et qu'une femme qui est voilée, qui a le voile qui a un petit peu de travers, normalement, vous ne la touchez pas. Et Stéphane, en étant très, très calme, très posé, en ayant un objectif, pouvait même se permettre de remettre le voile, même de remettre le boubou qui était mal mis. Et ce qui était intéressant, c'est que justement, il vient de le dire, c'est que quand tu montrais la photo, il y avait une espèce d'émulsion qui se passait, une super fierté. Et quand il voyait le résultat, parce que pour faire une photo, Stéphane, il la fait pas en 10 secondes, quoi. Il y a tout un cérémonial, tout un calme, et ça dure. Donc il cherche. Donc là, vous êtes à côté avec les flashs en vous disant, mais allez, bon Dieu, t'as fini Et non, pas du tout. Et quand vous voyez le résultat des photos de Stéphane, et je ne dis pas par flagornerie ou par fascination complètement aveugle, mais il y a quelque chose, il y a de l'humanisme, il y a de l'humanité, et les gens le voyaient. Et donc du coup, avec les guides, on était souvent avec les mêmes, avec Die, avec Da, ils nous voyaient faire. Et du coup, je pense qu'ils étaient ravis de nous voir des fois avec certaines personnes, ils nous faisaient rencontrer d'autres, Caddy aussi d'ailleurs. Et ça a été pas un jeu de piste, une interaction qui était totale. Tous les soirs, quasiment, il se passait quelque chose. C'est-à-dire que où ils venaient me chercher, en me disant, est-ce que tu veux faire mon portrait, est-ce que je lui en avais parlé, où effectivement on croisait quelqu'un, et donc quelqu'un arrivait, il venait me chercher en me disant, tiens, regarde là-bas. La femme avec les enfants, ou l'âne quand l'âne est arrivé. Ah oui, c'était plus dur, l'âne. Voilà, c'était, il a fallu un âne avec les flashs. Ah oui. J'ai fait poser un âne. Oui, Voilà, il a fait poser un âne. C'est vrai que nous sommes confrontés à d'anciennes cultures de l'oralité, de la rencontre et du dialogue. Donc finalement, il y a d'autres endroits du monde où le touriste se sent quand même toujours touriste ou un peu à part. Là, vous êtes touriste, bien sûr, mais vous êtes dans une situation où justement vous échangez, vous dialoguez, vous apportez quelque chose, on vous répond. Il y a l'humour toujours présent dans ce type de culture et de civilisation orale, de vieille culture, et ça fait partie du bonheur du séjour aussi et du voyage, je trouve. Alors après ces échanges passionnants sur le contenu de ce voyage, passons désormais à l'aspect pratique de ce séjour en Mauritanie. Pour les internautes qui seraient intéressés, Lionel, justement, vous êtes le tour opérateur spécialiste de la destination. Pouvez-vous nous donner quelques informations sur les conditions, le coût, l'organisation de ce voyage ? Oui, tout à fait. Alors, c'est très facile. Tout d'abord, comme je l'ai précisé dans l'émission, ces voyages sont accessibles à n'importe qui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun engagement sportif. Franchement, vous ne faites pas sport de l'année. On peut y aller avec des enfants ? Vous pouvez y aller avec des enfants. Alors, attention, plutôt, je recommande plutôt des enfants à partir de... Non, 8 ans. À 8 ans. À partir de 8 ans, c'est tout à fait accessible. Le principe, je le répète, c'est 2-3 heures de marche le matin, 2 heures l'après-midi, dans des conditions de température à 25, 26 degrés. Pas de gros dénivelé ? Pas de gros dénivelé. D'accord. Pour partir en Mauritanie, c'est hyper simple. Et c'est toute la magie d'ailleurs, ça fait partie de la magie de ces voyages dans le Sahara. Vous avez un vol direct entre Paris et Attar. Directement dans le désert. C'est incroyable. Vous avez un espèce de bout de piste qui est d'ailleurs très bien entretenu, rassurez-vous, au plein milieu du désert. Et donc le temps de vol, c'est 4 heures, 5 heures. Sans décalage horaire. Quand vous arrivez sur place... Formalité, pas besoin de visa en France. Vous arrivez sur place, on vous fait un visa électronique. D'ailleurs, je crois que tout le monde peut en témoigner ici. Je n'ai jamais vu un service de douane aussi performant, rarement vu un système de douane aussi performant. Pour avoir son visa, vous l'avez en l'espace de 5 minutes. Oui, effectivement, ça fait rêver. Avec prise d'empreinte, prise de photos, délivrance du visa, c'est incroyable. Le visa coûte 55 €, donc prévoyez 55 € en espèces. On organise deux durées de voyage, 2 voyages de 8 jours, donc un dans une zone plus dunaire, à base de dunes, et un autre, celui que l'on a eu l'occasion de faire, dans un environnement très varié, de Chinguetti à la palmeraie de Tijik. Et là, effectivement, c'est des environnements très, très, très variés. Et puis, on a aussi un voyage de 15 jours. Donc, le prix du voyage, alors là, c'est vraiment tout compris. Oui, j'allais vous dire, la question que tout le monde se pose, c'est combien vol, ça coûte repas, hébergement, évidemment. Sur un 8 jours, c'est autour de 1100 €, 1100, 1200, suivant les saisons. Et pour le voyage de 15 jours, c'est autour de 1500 €. Donc, comparer cela à 8 jours de ski en France, c'est vraiment
très intéressant en termes de rapport qualité-prix. C'est incroyablement intéressant. Est-ce qu'on peut rajouter, quand vous parlez de la condition physique, ce qui est super intéressant, et le parallèle avec le ski aussi, c'est d'une part que vous pouvez effectivement y aller avec des enfants, marcher très tranquillement. Si vous avez envie que ce soit sportif, ça peut l'être. Parce que vous pouvez crapahuter sur des dunes, escalader des canyons pour avoir des vues et tout. Ah non, mais c'est vrai, vraiment se faire plaisir. Et ce qui est très marrant aussi, c'est justement l'aspect physique sur la marche dans les dunes, où vous avez des guides qui vous apprennent aussi à lire le sable sur les zones qui sont molles, les zones qui sont dures, comment les reconnaître et autres. Il y a une vraie sensation, il y a une vraie similitude, en fait, j'ai trouvé, entre marcher dans la neige et courir aussi dans la neige, comme on a pu le faire dans les descentes de dunes. Et ça, c'est assez génial à faire. Et Lionel, jusqu'à quand peut-on aller dans ce désert alors? Alors, on va y aller cette année jusqu'à mi-avril. Donc, c'est vraiment, on pousse un petit peu loin la saison, parce que sur le début avril, il commence à faire chaud, mais c'est tout à fait envisageable. Et ça commence en février? Non, alors, décembre. cette année, pour la première année, pour l'ouverture, on a ouvert les voyages à Noël. Donc avec un vol par semaine, pardon. Donc le vol, c'est le samedi. Vous rentrez le samedi suivant. Le vol de départ est à 8 h du matin, donc ça va, c'est tout à fait jouable. Et l'année prochaine, si tout se passe bien, et il n'y a pas de raison, on envisage d'être sur une saison complète, donc démarrer les voyages à la Toussaint, vers mi-octobre, jusqu'à mi-avril. C'est l'objectif. Michel, Lionel, Stéphane et Stéphane, merci d'être venus nous faire rêver sur ce plateau. Merci également à tous les internautes d'avoir suivi cette émission en direct sur Figaro Live. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour de nouvelles aventures sur le plateau de Terminal F.